Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence et de votre intérêt. Je me présente juste en 2 secondes. Je suis chargé de cours au Media Lab sous la direction du professeur Patrick Badillo. Ici présent, on enseigne tous les deux l'économie des médias et connaissance des acteurs. Connaissance des acteurs, ce sont bien entendu en relation avec les titres et les propriétaires de ces titres, notamment de Suisse et pas exclusivement d'ailleurs. Alors je me suis permis de préciser avec point d'interrogation un avenir sans pub, parce que comme vous le verrez, ce n'est pas quelque chose qui est forcément avéré, mais c'est une tendance, un trend, comme on dit souvent dans notre jargon, qui s'accélère, et vous le verrez à travers un certain nombre de tableaux. J'espère ne pas être trop aride, mais j'ai un peu la mission ici de vous ramener un peu sur terre romande au pluriel, pour voir la diversité malgré tout qui existe, et on ne peut que s'en réjouir. J'aimerais juste faire un tout petit clin d'œil. Je ne sais pas si M. Chapat ou M. Herman sont parmi nous, mais le fait d'avoir aujourd'hui un débat sur les médias au musée d'ethnographie m'inspirerait beaucoup si j'étais dessinateur de presse. Et je vois sur le Matin Orange en ligne, puisqu'il n'y a plus le papier, un article que je vous invite à lire et à découvrir sur la misère des dessinateurs de presse, parce qu'on parle souvent des journalistes, mais je vous rappelle que les dessinateurs de presse sont aussi des journalistes et qu'eux aussi, d'une certaine manière, ont besoin de sujets. Alors, mon propos sera déjà de vous montrer une carte, qui est une carte de la Suisse, et je vais souvent vous parler de la REMP. Qu'est-ce que la REMP ? C'est un institut basé à Zurich qui travaille à l'échelon national et qui veut dire recherche et études sur les médias publicitaires. Ce que l'on oublie, c'est que pendant 150 ans, en tout cas, les médias de presse d'information générale ont vécu grâce à un lien subventionneur qu'on appelle la publicité. Et ce lien subventionneur, comme le dit l'historien des médias Patrick Evenot, est venu pendant toute l'histoire de la presse écrite imprimée en lien sauveur de l'information et non pas en lien manipulateur de l'information. Il est très important de recontextualiser que la publicité a permis l'abaissement du prix de vente au numéro et à l'abonnement des journaux, et donc permis aussi aux rédactions et aux journalistes de faire des reportages, des enquêtes. Donc la vision un peu, je dirais, manichéenne d'une publicité qui serait nauséabonde et hostile à la qualité de l'information doit être ici dissipée. Un pays morcelé, mais un pays aussi composé aujourd'hui d'une multitude de groupes en matière de diffusion, distribution d'une information numérique. Ce tableau a été réalisé par l'Université de Lausanne. Je crois que Martin Grandjean en est l'auteur. Et c'est un tableau que je trouve toujours très intéressant pour montrer cette diversité dans une réalité qui n'est plus territoriale, mais qui est numérique. Et dans ce sens-là, on peut parler de globalisation de l'information, puisque d'une certaine manière, la notion de territorialité change. Il y a aussi des phénomènes très intéressants, c'est qu'avec la convergence numérique, qu'est-ce que la presse écrite ? La télévision, avec la SSR et ses plateformes Internet, fait de la presse écrite. Et les radios-télévisions locales font également de la presse écrite. Mais les acteurs historiques que sont les éditeurs Tamedia, Ringier, NZZ Gruppe, mais aussi Adzen Medien ou du Südostschweiz dans le canton des Grisons, sont tous aujourd'hui des acteurs qu'on appellerait numériques au sens de producteurs également de faits images, de faits sons. Donc ces contenus, cette convergence du son, de l'image et du texte rend cette nébuleuse numérique beaucoup plus passionnante à étudier et beaucoup plus complexe à étudier. J'en veux pour preuve un phénomène qui n'a peut-être pas été trop bien perçu durant l'été, à savoir l'annonce de la fusion entre le groupe NZZ Gruppe et le groupe Adzen Medien. Il n'y a pas énormément d'opportunités d'acquérir un groupe tel que la NZZ. Ce ne sont ni Ringier ni Tamedia qui n'ont fait l'acquisition du groupe NZZ. C'est un groupe qui est novateur en matière de multimédia. C'est un certain Peter Wanner. Et c'est important qu'on se rende compte de la qualité de l'innovation et de la qualité aussi des décideurs dans le segment de la presse qui aujourd'hui ne sont pas du tout en retard par rapport à l'évolution numérique. On parle de révolution 4.0. Je serais beaucoup plus inquiet pour le segment marketing-publicité en Suisse que pour les éditeurs de presse écrite qui sont en train de baigner complètement dans le numérique et de vivre leur mutation à une vitesse qu'on ne soupçonne pas ici.
De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de presse écrite? On parle, en matière de presse écrite imprimée, je le précise, d'un support hybride qui est porteur de deux types de contenus. Un type de contenu informationnel journalistique et un type de contenu publicitaire. Dans les deux cas, ils s'entraident au but de faire ce qu'on appellerait un flux continu d'informations d'intérêt public. Il est important de rappeler ce que veut dire la presse. La REM, qui est un institut reconnu d'importance nationale par rapport à sa valeur statistique et à ses données fournies chaque année, ou même semestriellement, nous rappelle que la presse quotidienne dispose, si vous voulez, d'une typologie caractérisée par, d'une part, le fait qu'on fait la distinction entre vendu et gratuit. Et on ne doit pas négliger le fait de cette distinction, car elle signifie quelque chose, à savoir que la presse payante mérite notre attention davantage que la presse gratuite. Pourquoi? Et je le dis en tant que chercheur, la marchandisation de l'information n'est pas non plus quelque chose de négatif, même pour ceux qui ont une vision de gauche. Parce qu'une information qui n'est pas vendue, qui ne trouve pas acheteur, ne vaut rien. Or, par définition, c'est une valeur prix donnée à l'information qui la rend attractive. Et c'est important de rappeler cette distinction de la REMP entre vendu et gratuit. D'autre part, et ça c'est une des complexités, un journal qui paraît 4 fois par semaine est déjà intégré dans la typologie 1000 des quotidiens généralistes d'information. Ce qui fait que fondamentalement, on trouve en Suisse un grand nombre de titres, beaucoup plus importants qu'on l'imagine souvent et qu'on réduit souvent à quelques titres lémaniques. Si vous regardez cette courbe descendante qui montre l'évolution des titres par catégorie, c'est-à-dire les fameuses 4 catégories presse d'information quotidienne, presse spécialisée, professionnelle, grand public, etc., on voit que ces chiffres sont encore assez importants. On parle de 336 titres dans la catégorie 1 pour la partie alémanique, qui représente donc 82%. On parle de 59 titres pour la partie suisse romande, 14,5%. Donc encore un nombre total de titres typologie 1 de la REMP de 408. Donc en termes de diversité, je n'ai pas dit de pluralité, mais en termes de diversité, d'un point de vue statistique, la Suisse est un pays riche en matière de diversité médiatique. On voit quelque chose de très intéressant ici dans ce tableau qui est issu de l'Office fédéral de la statistique, l'OFS, qui nous montre un phénomène en 2005 qui crée une disruption, comme on l'appelle, à savoir l'émergence des journaux gratuits, avec donc un bond en termes de tirage, forcément, puisque ces journaux sont venus bouleverser l'écosystème médiatique de la Suisse. Et on voit quelque chose qui est aussi intéressant, qui est peut-être annonciateur de la fin des journaux gratuits, c'est le déclin lent mais constant de ces tirages. D'une certaine manière, le gratuit papier est en train de trouver aussi sa substitution par le gratuit en ligne, donc la plateforme numérique du 20 minutes pour parler clairement, mais sans oublier que ce déclin vient aussi de ce qu'on a appelé la guerre des gratuits, qui a animé pendant plusieurs années. Il y a eu jusqu'à 6 journaux gratuits en Suisse alémanique, faut-il le rappeler, 2 en Suisse romande, et il y a eu un mort en Suisse romande qui s'appelle le Matin bleu. Donc d'une certaine manière, le phénomène de la gratuité est venu doper les tirages, doper aussi les audiences, et c'est intéressant de se rappeler que cela a plutôt servi d'une certaine manière la consommation de ce médium qu'est la presse. Maintenant, regardez ce tableau qui est particulièrement révélateur. Nous avons un prisme trop lémanique, trop roman. La perception de la crise de la presse n'est pas uniforme en Suisse. Certes, il y a des phénomènes de difficultés un peu partout, mais regardez d'où on vient. Nous descendons de notre montagne voisine qui s'appelle le Salève et on a l'impression que la chute est rapide. Eux, ils descendent de la Jungfrau et ils sont à mi-parcours. On ne peut pas dire que la perception de la crise soit la même. En Suisse, à Zurich, on parle encore de 90 titres. Alors ces 90 titres sont parfois des mantle titles, c'est-à-dire des titres locaux qui ont, par syndication des contenus, les pages communes pour d'autres titres.
un peu ce qui est en train de se produire assez douloureusement, je crois, entre la Tribune de Genève et 24 heures, syndication des contenus, dont une page sport, étrangère, etc., réalisée en une newsroom, en un lieu donné. Mais en Suisse alémanique, c'est depuis longtemps le cas, ce qui n'empêche pas une grande diversité au niveau des contenus locaux, production d'informations locales. Les chiffres entourés ici sont ceux de la Suisse romande, Fribourg, qui compte encore 11 titres, Genève, qui compte 23 titres, on parle toujours de cette catégorie 1, Vaud 22, Valais 8. Ces chiffres-là sont des chiffres officiels à fin 2017. Donc ils viennent vous montrer la complexité de ce paysage médiatique suisse qui est infiniment plus diversifié que ce que l'on prétend. L'AREM parle d'espaces romans. Quels sont-ils, ces espaces romans? Qui connaît le quotidien jurassien, certes, mais qui connaît le Front montagnard, la Joie, qui sont des titres de la presse d'information, catégorie, typologie 1000 de la REMP. Et ces titres, si vous avez l'occasion une fois de les feuilleter, vous montreront une grande richesse de contenu d'information locale. Le Journal du Jura fait partie d'un groupe extrêmement novateur en matière d'innovation digitale. J'y reviendrai parce que c'est peut-être des groupes, comme le groupe Gassmann en l'occurrence à Bienne, qui détiennent des réponses inattendues par rapport à vous, ici, bassin lémanique, sur ce qu'on appellerait la réflexion du basculement du papier ou d'une logique strictement économique papier vers une logique multimédia, multimédia voulant dire loi sur les médias électroniques, et donc avec un changement d'ADN, possibilité de revendiquer une partie de l'aide indirecte ou de l'aide directe si on pense à la redevance. Qui connaît la Broye, la Gruyère, qui sont des titres qui cohabitent dans le canton de Fribourg avec la Liberté, où le Messager, rien qu'à Bulle, vous avez une diversité de 2 titres locaux qui s'appellent la Gruyère et le Messager, et dont les tirages, si je pense à la Gruyère, si je lis correctement, 40 405 exemplaires, donc il s'agit des exemplaires, il ne s'agit pas du nombre de lecteurs. Je vous rappelle que le Courrier, c'est à peu près 7000 exemplaires. Donc ces titres locaux sont extrêmement bien intégrés dans leur territorialité, dans leurs régions, qui ne sont pas des régions cantonales, mais des régions territoriales, beaucoup plus petites, mais où il y a une affirmation, une identité locale, régionale forte. Et vous voyez que là, on compte. J'y inclus le Temps, bien entendu, le journal de Morges, la Côte, la Tribune de Genève, tous ces titres plus ou moins connus ici. Mais si on prend la totalité de ces titres, catégorie, typologie 1000, quotidien, donc parution au minimum 4 fois par semaine, parce que j'ai exclu les gratuits, j'ai exclu ceux qui étaient des hebdomadaires, puisque la catégorie typologie 1000 introduit également les hebdomadaires régionaux, donc 1 fois par semaine, en plus du dominical, en l'occurrence c'est le matin-dimanche, eh bien uniquement dans la catégorie 4 fois par semaine minimum, on a une vingtaine de titres en Suisse romande. Ce sont bien des espaces romans au pluriel dont on doit parler. Il n'en demeure pas moins que le gâteau publicitaire en Suisse ne cesse de décliner. Nous sommes passés d'une position dominante de la presse écrite imprimée en matière de captation de publicité à une position affaiblie, mais pas encore totalement, comment dirais-je, négligeable. Cela représente encore un bon 18%. Il y a encore quelques années, nous étions plutôt à 40%. Ce qui frappe, c'est évidemment le chiffre de 2,1 milliards qui représente aujourd'hui la publicité dite Internet. La seule chose, c'est que cette publicité est largement dominée par le search, qui est une catégorie qui est dominée par Google, alors que la catégorie dite display, ce qu'on appelle aussi en bon français les bannières publicitaires classiques, celles que maîtrisent les éditeurs, en représentent on va dire en gros, un quart. C'est donc évidemment la presse quotidienne qui est très impactée. Vous voyez avec ce tableau cette évolution qui est frappante de 2,4 milliards à 1,1 milliard en l'espace d'une dizaine d'années. Les recettes publicitaires de la presse en Suisse ont fondu de moitié. Ce qui nous inquiète plus particulièrement, toujours dans cette catégorie REMP de la presse quotidienne, c'est que le déclin est encore plus rapide pour des journaux d'information
généralistes, je pense comme Le Temps, la Tribune de Genève, 24 heures, etc., qui passent en l'espace d'une année de 539 à 473. En vue de la préparation de cette conférence, j'ai été sondé la plupart des éditeurs romans, donc je pensais Jasman, je pensais l'éditeur M. Mouron qui était là de la Tribune, La Liberté, pardon, aussi ESH Média, qui est un acteur très important en Suisse romande. On ne cite pas suffisamment ESH Média. Donc ESH Média, c'est Philippe Hersan, qui avait d'abord acheté La Côte, puis ensuite il s'est installé à Neuchâtel avec l'Express L'Impartial devenu Arc Info, et aujourd'hui le Nouvelliste du Valais. C'est important parce que ce sont des acteurs entrepreneurs, au bon sens du terme de publisher, qui encore aujourd'hui investissent dans le segment print. Je vous rappelle que c'est une des caractéristiques aujourd'hui, qui a été probablement évoquée lors de la précédente table ronde, c'est que ceux qui maîtrisent l'outil industriel encore conservent leur imprimerie. Et ceux qui cèdent leur imprimerie ont déjà passé probablement à autre chose, type e-commerce. Le lien subventionneur s'étiole. C'est peut-être là où, effectivement, avec cette donnée statistique, que l'on comprend bien le danger du point de vue de ce que j'appellerais les fondamentaux du financement d'une presse d'information. Vous voyez ici que pour la presse quotidienne, régionale et dominicale, l'écart par rapport à 2016 a été de moins 11,6. Et ça fait déjà plusieurs années que ces taux sont négatifs. Et il y a d'autres informations qui proviennent des sondages que j'ai opérés auprès des éditeurs locaux régionaux. D'une part, le fameux ratio recettes entre ventes lecteurs, c'est-à-dire abonnements surtout, et vente au numéro, et recettes provenant des annonceurs. Longtemps, le chiffre a été évoqué, il fut une époque où il était de 20 payés par les lecteurs et 80 par la publicité. Aujourd'hui, on est dans un ratio où c'est 60% qui est à peu près payé par le lecteur, l'abonné, et 40% par la publicité. Or, la tendance 2018 est de plutôt 70-30. Et ça veut dire qu'on demande un effort supplémentaire auprès des lecteurs, non seulement de se réabonner, mais de se réabonner plus cher pour souvent un nombre de pages plus faible. Donc, d'une certaine manière, la vérité de la presse écrite aujourd'hui, ça devient un produit de niche, voire un produit de luxe. J'ai eu des informations très précises aussi auprès notamment de La Liberté pour le premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017, pour comparer des pommes et des pommes. On a une baisse de la publicité de 7,5%. Plus dramatique au Quotidien Jurassien, qui est un excellent journal cantonal, moins 16%. Alors ce sont des journaux qui ont été impactés par la faillite de Publicitas, mais qui ont tout de suite réagi, notamment en créant au sein de Romandie-Combi une nouvelle alliance qui est notamment menée par le groupe Gassman, extrêmement dynamique, qui devient un acteur majeur, même si la ville de Bienne est à la frontière entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, mais je pense que ça devient un acteur majeur de l'espace roman, parce qu'effectivement, ils ont pris le leadership en matière de redéfinition de la conquête publicitaire du marché national. Quelqu'un disait ici, je crois que c'était M. Fleury, si la Migros et la Coop disparaissent de notre journal, on est mort. Or, le gros problème des journaux locaux, régionaux, ce n'est pas les annonceurs locaux. Les annonceurs locaux sont là, sont fidèles, répondent à l'appel, mais les acteurs nationaux, à l'occasion de Publicitas, ont fui. Or, une perception qu'a la Suisse romande aujourd'hui, c'est que Tamedia a probablement coulé Publicitas en renonçant, si vous voulez, à renflouer Publicitas. Et ça, c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, une vision de la concentration des médias passe par la disparition d'un certain nombre d'acteurs, ce qui permettra probablement aux annonceurs d'aller là, un peu le principe, si vous voulez, de la boule de mercure, d'aller là où la force est la plus attractive. Troisième observation, on a le danger majeur, ce n'est pas la publicité, à terme. Le danger majeur, c'est le non-réabonnement. C'est un peu comme l'Église. Pendant des années, on avait des personnes âgées qui donnaient à l'Église, au moment de leur testament, ils léguaient. C'est fini. Vous pouvez essayer, vous allez voir, le problème du legs aux églises, c'est fini. Or, pareil avec les jeunes,
c'est fini. On ne se réabonne pas, ou plus exactement, on ne s'abonne pas comme papa-maman. Et ça, c'est un vrai défi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de garder les jeunes comme lecteurs, il s'agit de trouver des jeunes comme abonnés. Si vous cumulez, ça peut être une recherche intéressante, le coût de l'abonnement à votre smartphone, le coût d'abonnement à votre abonnement de votre box numérique, pour même sans compter le sport, puisque ce sont encore des abonnements plus chers, mais uniquement de base, on arrive à un budget moyen du ménage pour la consommation de médias sans le hardware, c'est-à-dire sans les appareils, de l'ordre de 2500 francs. Lorsqu'on a des difficultés économiques, la première chose qu'on coupe, ce n'est pas l'abonnement au téléphone, ce n'est pas l'abonnement au numérique, à l'accès à la télévision, etc. Ça sera l'abonnement au journal. Et le problème, c'est que ces abonnements de journaux ne voient pas leur prix baisser, mais bien augmenter. D'ailleurs, ça, je l'ai vérifié, et c'est quelque chose qui est intéressant. Je crois M. Canaan qui disait qu'il n'avait plus d'abonnement de papier, mais qu'il avait un abonnement exclusivement numérique pour certains journaux. Et la tendance actuelle du marché, c'est que le prix conjoint entre le print, ce qu'on appelle le print, c'est le papier, et l'abonnement, l'accès en ligne, a un prix qui est à peu près stagnant autour de 450 francs standard, ce qu'on appelle des abonnements premium, papier plus accès au web. Mais la tendance, n'est pas d'augmenter ces prix-là, c'est d'augmenter le prix des abonnements exclusivement web. Or, ceci est, à mon avis, un choix économique extrêmement délicat parce qu'il est de nouveau en train de décourager les jeunes à s'abonner. D'où les idées de Spotify et d'autres qui sont des idées d'achat à l'unité. Or, ceci ne fera jamais un modèle économique. Ce n'est que la formule de l'abonnement qui garantit par paiement à l'avance une certaine forme de sécurité et de fonctionnement d'une rédaction. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on reprend ces données statistiques qui sont fournies par la Fondation statistique suisse en publicité, on observe qu'effectivement, la pub display profite encore à la presse, mais que la pub search ne profite qu'à Google. Et que l'augmentation de la publicité aujourd'hui sur Internet, elle est exponentielle dans le segment médias sociaux Facebook et search Google, mais qu'elle stagne, voire régresse dans le segment display. Le segment display, 265 en 2017, 247, c'est encore plutôt une bonne nouvelle, et ça profite plutôt aux éditeurs traditionnels. Donc on ne peut que se réjouir encore de cette existence-là. Mais regardez ce que cela peut paraître faible par rapport à la publicité par moteur de recherche, donc par Google, qui capte 1,4 milliard de francs. On a là, évidemment, un déséquilibre majeur. Une autre réflexion qui nous vient de l'Institut Reuters, qui publie ces données, c'est évidemment les changements d'usage de consommation, et notamment de la jeunesse. Si vous regardez la source ou les principales sources de ce qu'on appelle la news. Et je vous rappelle la définition qui est celle de Nathalie Sonac et de Japsevich en matière de news. Et là aussi, il faut savoir appeler un chat un chat. La news, c'est une information devenue marchandise. J'ai lu récemment un éditorial très intéressant de Mme Zaki qui disait que l'information n'est pas une marchandise. Je préciserai de mon point de vue, ce n'est pas une information, une marchandise comme les autres. Mais si elle ne devient pas news, c'est-à-dire si elle ne devient pas une marchandise payante, so what ? Il n'y a personne qui va évidemment la lire. Donc la news, information devenue marchandise payante et pas gratuite, est largement distribuée aujourd'hui par des acteurs qui sont des acteurs numériques qui ne sont pas ceux des médias traditionnels. Et on le voit à travers cette classification. Facebook est encore en tête, mais il y a une concurrence qui est peu soupçonnée, mais qui est celle qui caractérise les jeunes, et je vous invite à découvrir comment les jeunes fonctionnent en allant au royaume du web qui a lieu prochainement, c'est YouTube. Et YouTube devient un média. Et la définition de média, alors qu'on sait que les stratégies ou les réflexions aujourd'hui des annonceurs, c'est plus de mettre de la publicité traditionnelle, mais c'est de se payer des influenceurs, d'aller sur YouTube pour, au fond, communiquer de manière directe du B2B à travers des techniques de inbound marketing, comme on le dit aujourd'hui, c'est carrément de changer de paradigme, c'est-à-dire de ne plus avoir recours à des plateformes médias traditionnelles. Donc ces chiffres-là, qui sont ceux de l'Institut Reuters, repris par l'Université de Zurich, qui les a diffusés dans la page Switzerland de ce rapport de l'Institut Reuters, sont tout récents, donc datent encore de 2018.
On voit aussi quelque chose qui est assez affolant, qui est le déclin du média TV. La délinéarisation est un défi aussi pour le média traditionnel ou classique qui est la télévision de papa. Et la consommation délinéarisée, qui est le défi que la SSR essaye de relever, c'est-à-dire au fond de gagner en captation d'attention les jeunes, c'est pas gagné, c'est pas évident, en raison notamment de la montée en puissance de YouTube, mais d'autres plateformes, notamment Instagram également, qui progressent. Alors, ils progressent depuis le bas. La seule chose qu'on peut observer en tant que chercheur, c'est que lorsqu'ils progressent depuis le bas, la tendance dans le digital, c'est que la montée ou la vitesse de croissance est beaucoup plus rapide que la descente des médias traditionnels. On a deux vitesses qui cohabitent. Une descente depuis très haut, style Jungfraujoch, pour ce qui serait la publicité des médias ou les audiences des médias traditionnels. Donc on est encore vivant. Et une croissance très rapide depuis en bas de ces nouveaux acteurs qui sont en train de nous dévorer de l'intérieur comme un cancer. Toutefois, il y a des mots d'espoir. Je vais terminer, je vous rassure, d'ici quelques minutes. La presse continue de retenir l'attention. J'en veux pour preuve des recherches américaines qui ont été effectuées concernant, au fond, le print ne représente aujourd'hui, grosso modo, et on parle de la presse locale, souvent on cite le Washington Post, le New York Times, grands journaux, Quality Paper, etc. de référence, mais ce ne sont pas eux qui font le marché de la presse aux États-Unis. C'est encore un marché de la presse locale largement, même si celui-ci est aussi en déclin. Il ne représente que 3,3% aujourd'hui en termes, je dirais, d'industrie médiatique par rapport aux autres acteurs. Mais ils arrivent à avoir 16,6% de la publicité. Et ce mouvement est un retour du balancier observé depuis 2-3 ans, à savoir qu'il y a une nouvelle réflexion sur la qualité de l'information en presse écrite. Je n'ai pas envie de dire imprimée, parce que c'est en presse écrite tout court, peu importe finalement le support, mais que la qualité vient d'un agenda, celui des journalistes, d'une définition de ce qui est un agenda, à savoir une priorité, une hiérarchie de l'information, une sélection de l'information, une présentation selon des règles déontologiques précises. Et ça, les publicitaires américains redécouvrent la valeur de l'information et donc mettent dans leur plan média, c'est-à-dire dans leur budget de dépenses publicitaires, plutôt dans le numérique ou dans ce qu'on appellerait les plateformes, mais aussi reviennent à la presse parce que la qualité de l'attention a été à nouveau mesurée comme étant plus performante. J'en veux pour preuve que les mêmes études se portent aujourd'hui sur l'affiche et que l'affiche a la même qualité papier comparativement au journal papier en matière de captation d'attention, mais surtout de mémorisation. On a étudié ça au niveau scientifique, au niveau du cerveau, c'est les neurosciences, ce n'est même pas des sciences humaines, ce sont des sciences exactes qui permettent de vérifier que la qualité de captation de l'attention et de la mémorisation de l'information grâce au papier, on peut tirer un parallèle entre le journal papier et l'affiche papier. Enfin, il y a un autre phénomène très intéressant, c'est la résilience de la presse. La presse ne veut pas mourir. La presse tout court, la presse écrite papier ou la presse écrite en ligne ne veut pas mourir. Et il y a de ce point de vue-là plusieurs observations. En Allemagne, on a refusé la gratuité de l'information. Il n'y a jamais eu un journal gratuit en Allemagne. Les éditeurs se sont alliés, ont fait blocus, etc., ont vraiment eu une attitude d'hostilité vis-à-vis de la gratuité de l'information. Et ce qui est assez passionnant, c'est que le groupe Axel Springer, qui est propriétaire ici en Suisse de Ringier, a réussi à conforter, il faut me corriger là, pas propriétaire, actionnaire. Merci. Très bien, merci de cette précision, c'était nécessaire de le faire. Donc, associé, partenariat avec Ringier, Axel Springer a réussi à conforter sa masse ou sa manne publicitaire grâce à une attitude aussi très dynamique en matière de lutte contre les adblocks, qui, comme vous le savez, sont des applications qui permettent de bloquer la publicité. Là aussi, les Allemands ont été plutôt des pionniers en matière de résilience de la presse. Enfin, le modèle Digital First est en train de se généraliser, y compris dans la presse locale. J'en veux pour preuve justement l'exemple de Gassman, mais aussi ESH Media, qui aujourd'hui accepte l'idée, alors qu'au début c'était de mettre des paywalls, c'est-à-dire des murs payants qui empêchaient l'accès à l'information gratuite, même avec un quota minimum de 5 articles, que sais-je. Ils ont vraiment aujourd'hui adopté une stratégie qui est d'abord digitale, mais qui n'exclut pas la qualité du support papier. C'est au contraire de plus en plus admis que c'est dans une réflexion d'alliance
que les contenus rédactionnels peuvent aujourd'hui séduire une audience élargie, y compris notamment sur le web et auprès des jeunes. Le modèle dit de qualité, qui en Suisse est largement évidemment sous le prisme de journaux comme la NZZ, Le Temps, mais d'une certaine manière, la qualité, c'est aussi des journaux régionaux. Et là, on peut avoir une discussion approfondie là-dessus. Je crois effectivement que la qualité n'est pas strictement liée au côté sérieux de l'information, mais au sérieux de la production du support et du professionnalisme de ces journalistes. Donc, d'une certaine manière, on peut trouver de la qualité partout dès lors qu'elle est conçue par des professionnels. Enfin, le modèle dit e-commerce, qui est aussi une forme de résilience. Là, je pense notamment aussi au groupe Ringier, qui a toujours, depuis des années, réussi sa diversification et permis, au fond, à l'ensemble de ces journalistes de profiter de cette diversification. Le modèle militant d'opinion, je crois qu'il n'est pas nécessaire de le décrire ici trop en détail, mais il existe aussi dans des pays très libéraux comme les États-Unis, où ce sont des mécènes qui viennent aider à l'investigation, à la recherche de l'information, à ce qui coûte finalement, à savoir le temps donné au journaliste pour faire son métier. Et ce modèle militant, on le trouve beaucoup aujourd'hui sur la plateforme web. Je pense à Bon pour la tête en Suisse romande, mais on peut penser aussi à République, qui s'est créée il n'y a pas longtemps. La question, ça sera de savoir quelle sera la fidélité des lecteurs de première année, parce que tout est là, c'est-à-dire dans le réabonnement de ces lecteurs. Enfin, il y a un modèle basé sur de nouvelles alliances. Je pense à Admera, qui est une nouvelle alliance publicitaire très intéressante à suivre, qui à l'origine était tripartite avec la SSR, Ringier et Swisscom. La SSR, après le vote No Bilage, s'est retirée de cette alliance. Néanmoins, Admera est là avec une vision assez claire de ce qu'on appellerait la gestion du data, de la donnée, grâce à l'acteur Swisscom, qui est probablement, avec ce qu'on appelle aussi la publicité programmatique, une des réponses intéressante des acteurs traditionnels de la presse et des médias pour trouver un dynamisme renouvelé en matière de conquête de ce segment de recettes publicitaires qui est pour l'instant largement dominé par les acteurs du web maîtrisant le data, à savoir Google notamment. Alors, pérenniser la presse régionale, il y a deux approches, une interne, une externe. Je crois qu'il faut préserver le modèle hybride, c'est-à-dire le binôme vente à la publicité, vente au lectorat, d'une certaine manière, pour les journaux locaux régionaux, pendant encore une quinzaine d'années, tant que les lecteurs de 50 ans et plus n'ont pas quitté ce monde, il y a encore là une question de viabilité à très court terme. Fidéliser le lectorat payant, c'est difficile. Il faut donc proposer des formules d'abonnement qui sont probablement plus dynamiques et plus attractives que ce n'est le cas aujourd'hui. Diversifier les sources de revenus, c'est ce que font la plupart des grands éditeurs, mais qu'essayent aussi de faire les petits éditeurs, notamment à travers aussi ce que j'appellerais des partenariats entreprises. Il y a toute une réflexion autour d'un renouvellement de ce qu'on appellerait les cahiers spéciaux. On peut même le trouver dans le journal Le Temps. La question après, c'est de savoir distinguer tout ce qui est publi-reportage de contenu rédactionnel, mais il y a des codes déontologiques que les médias savent s'appliquer. Créer du lien. C'est exactement ce que font aujourd'hui beaucoup de médias à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire créer une proximité, mais aussi donner des rendez-vous. Le brand equity, qui consiste à mieux monétiser la marque média, je pense que Le Temps le fait actuellement très bien à travers une campagne sur l'engagement, montrer la crédibilité de ces journalistes, montrer aussi leur expertise, montrer la réputation de la marque, l'étendue de son réseau. Et enfin, il y a une possibilité qui est celle que je trouve très intéressante, qui est dans la perspective de la loi sur les médias électroniques, c'est de changer l'ADN. J'en ai parlé avec Gassman. Il faut absolument que vous alliez jeter un coup d'œil à ce site internet de Gassman qui a publié intelligemment son organigramme. Et on voit à travers notamment Télébilingue, mais aussi Radio Canal 3, qui était la première radio locale historique de Suisse romande, où d'ailleurs j'ai fait mes premières armes comme journaliste à 14 ans, que changer d'ADN, c'est une possibilité attractive. Parce que si vous devenez non plus un groupe de presse écrite, mais un groupe multimédia qui produit de la presse écrite imprimée, alors vous entrez dans l'ADN où aucun parlementaire fédéraux pourra vous refuser une partie de la redevance. Changez d'ADN, devenez tous éditeurs de presse écrite, des éditeurs multimédia, des groupes multimédia. On ne pourra pas vous refuser une aide à travers une participation sur les 6% de la redevance aux médias électroniques.
Enfin, il y a des mesures externes. Les instances cantonales et locales, c'était l'objet du débat précédent. Rajeunir les audiences avec des aides aux acteurs publics, notamment, je pense, la promotion de la lecture papier et en ligne, le journal électoral, tout ça, ça a été évoqué. La formation, évidemment, c'est important de rappeler aussi que la formation continue des journalistes doit permettre aussi des réflexions sur ce qu'on appellerait des formats de transition. Il y a une réflexion sur ce qu'on appelle aussi le relationship equity, le brand social media, qui sont des moyens aussi de traduire à travers les engagements sociétaux. Ce qu'a fait au fond M. Canaan en appelant de ses voeux à soutenir le journal Le Courrier par rapport à sa différence de tonalité vis-à-vis d'une presse, on va dire, commerciale traditionnelle, ça s'appelle du brand social media. Et l'engagement des fonctionnaires, des administrations, des acteurs publics auprès d'un certain nombre d'acteurs privés qui sont différents, ça, c'est ce qu'on appellerait de l'engagement. Enfin, la fiscalité. Je pense qu'on ne dit pas suffisamment qu'on aurait un moyen très intéressant et très aisé à mettre sur pied qui consisterait, à défiscaliser tout don à un éditeur. Je lègue ma fortune à mon décès à tel ou tel éditeur, ça devrait être défiscalisé. Je prends un abonnement à un journal parce que je suis jeune et que ça me coûte des sous, ça devrait être défiscalisé. D'une certaine manière, on doit repenser une approche qui est plus dynamique en matière économique et pas uniquement en parler en termes d'aide, mais en parler en termes de responsabilisation individuelle. Et peut-être la responsabilisation individuelle, c'est tout simplement de bénéficier d'un soutien si je m'abonne. Les principales sources, je pense que les organisateurs mettront à disposition le document, ainsi que quelques éléments d'ordre bibliographique. Voilà, je vous remercie de votre attention.